la littérature parce que, bien entendu, à travers les poètes, comme Libre toujours, tu chériras la mer, oh combien de marins, combien de capitaines, toutes les têtes blondes de ce pays ont annoté ces vers-là, ou même à travers la chanson populaire, comme celle de Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ça aussi, quand on est adolescent, ça fait une éducation maritime. J'ai aussi, passionné de théâtre, découvert la mer à travers des chansons moins connues, comme celle écrite par Jean Anouilh pour une de ses pièces, Léocadia. Les chemins qui mènent à la mer ont gardé de notre passage des fleurs effeuillées et l'écho sous leurs arbres de nos deux rires clairs. Comme quoi la littérature mène à la mer, même ceux qui sont comme moi les plus rétifs à s'embarquer sur un bateau. Par au-delà de l'horizon ce qui s'y trouve et ce qu'on peut découvrir. Eh bien c'est pareil, l'horizon de l'actualité mérite toujours d'être dépassé, et de la même manière que le marin veut aller plus loin que cet endroit mystérieux où parfois le soleil se couche, le journaliste veut aller plus loin que cet endroit tout aussi brumeux où la vérité semble disparaître. Et puis le marin comme le journaliste, quand ils arrivent à bon port, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent l'ancre. Alors c'est pas la même ancre, il y a une voyelle de différence, mais finalement ça nous fait aussi un point commun. À l'Express, nous aimons la mer, nous aimons les bateaux, nous aimons les marins, nous aimons le nautisme. Nous sommes très attachés à ce secteur parce que c'est un secteur, on en parlait à l'instant, qui se bat contre la crise, celle que nous traversons, qui innove, qui va toujours vers son public, qui se bat aussi contre cette malédiction qui est parfois la mode, qui crée des bulles et ensuite les bulles crèvent. Et nous sommes, nous, très attentifs au secteur économique qui sont combatifs. Et qui sont combatifs avec cette idée que toujours il y a quelque chose à inventer et qu'il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Nous sommes ainsi partenaires avec fierté depuis longtemps maintenant du nautique. Nous sommes partenaires à travers ce prix, nous sommes partenaires aussi à travers une attention particulière portée aux événements de la mer. Le Tour de Belle-Île, chaque année en mai, nous le suivons. Nous avons également le Festival de la Plaisance à Cannes en septembre, où nous allons voir aussi cette partie plus hédoniste du nautisme qui est la plaisance pure. Nous avons autour de la Volvo Ocean Race accompagné Franck Camas et Groupama dans cette merveilleuse équipée victorieuse d'il y a quelques mois. Et puis bien entendu, à travers le journal, à travers le blog au large de Pierre-Yves Lotrou, à travers des numéros spéciaux, nous suivons l'actualité du nautisme et de la voile et des compétitions, quelles qu'elles soient. Parce qu'il y a bien entendu les grandes épopées singulières, comme en ce moment même le Vendée Globe. Il y a la voile la plus scientifique et la plus cérébrale, la Coupe de l'América, où il faut tellement travailler avec son cerveau, et puis des régates aussi qui sont souvent des exercices d'habileté, plus encore que des exercices d'aventure et de courage. La mer et le livre sont faits pour se rencontrer. Parce que le livre, c'est aussi offrir un imaginaire. C'est à travers des mots, à travers des photos, offrir au lecteur une évasion. Une évasion dans des endroits où peut-être il n'ira jamais. C'est le roman, c'est le livre de découverte, c'est parfois l'essai. Et la mer, c'est la même chose. Les marins vont dans des endroits où nous, pauvres terriens, nous n'irons peut-être jamais. Et leurs émotions passent, elles passent à travers les images, de plus en plus, elles passent à travers l'écrit, à travers le livre. C'est pour ça que nous sommes très fiers à l'Express, non seulement d'être attentifs aux événements du nautisme et aux événements de la voile, mais aussi à tout ce qui, dans la littérature, porte haut ce rêve. Nous avons la chance aussi, dans le groupe Express Roularta, d'accueillir des publications extrêmement raffinées, qui portent très haut les idées du luxe, les idées de la qualité, les idées d'un certain art de vivre. C'est côté sud, c'est côté ouest, c'est maison côté ouest, c'est-à-dire comment, au contact de la mer, on change aussi de philosophie de vie. Et quand on est sur Terre, dans son habitat, dans la décoration, dans son art de vivre, on change de comportement parce qu'on est toutes les photos de tous les endroits et va pouvoir nous faire un festival. Et il a fait un festival au-delà de juste 2 photos par 2 spectacles par jour sur le littoral français, tout un programme. Et il y a des trucs absolument géniaux. Et alors par contre, mon cher Philippe, je vais quand même te mettre un petit carton rouge, mais tout petit. Il est de la même couleur que le bandeau qui est en bas de ton livre. Parce que quand même, pour un champion de la communication et des belles photos, tweeter il y a 2 jours et nous casser le truc, c'est pas gentil. Heureusement, t'es pas dans les tweets de tout le monde, parce que même Pierre-Yves, il y a 10 minutes, ne savait pas que tu avais lâché l'info il y a 2 jours. T'es vraiment une sale bête. J'ai failli te le retirer, Philippe, tu sais. Bonsoir. Vous ne pouvez pas vous imaginer le cadeau qu'on me fait ce soir. Parce que
ça paraît toujours facile dans des moments comme ça d'avoir des mots pour les gens qui vous entourent. C'est un petit peu les Césars de la photo ou du livre. Là, que Michel soit à côté de moi, c'est pour moi, ça a toute une dimension parce que voilà un garçon que je suis depuis photographiquement pendant des années et des années. Et c'est un garçon, lorsqu'il y avait des réunions de coureurs ou des rassemblements de courses, qui le soir venait s'asseoir à côté de moi pour parler de la mer. Et j'ai pas beaucoup dans mon paysage de jeunes coureurs comme ça qui venaient spontanément s'asseoir à côté de moi pour partager les mêmes émotions. C'est un autre cadeau aussi parce que aujourd'hui j'ai ce qu'on appelle l'âge de la retraite en France, j'ai 65 ans. Et ce livre, c'est mon 65e livre consacré à la mer. Bonjour Gilles, vous pouvez nous dire ce que c'est que Acrovoile, s'il vous plaît? Alors l'acrovoile, c'est une animation qui permet de grimper dans les mâts, autant les enfants que les parents. Alors je vais vous faire une petite démonstration et puis il y a des enfants qui sont en train de grimper. Donc on s'accroche avec un mousqueton et puis après on grimpe dans le mât. Donc je prépare mon mousqueton et là c'est donc la corde de sécurité. C'est comme un peu un mur d'escalade, donc on est sécurisé. Voilà. Après, on rentre dans l'empêchure. Comme on arrive sur les airs, on fait la parade de l'équipage. Comme ça. Grimpe si tu veux, je vais t'aider à grimper. Bien. Et puis après la descente, on fait confiance à la corde. On lâche. Hop. Là. On tient la corde bleue. Et on garde. 1, 2, 3. Hop, lâche-moi. Hey. On va pas dormir la deuxième nuit des fois. Là, ça devient déjà un peu plus compliqué. Et si jamais, pour arriver en bonne position, il ne faut pas dormir la troisième nuit, là, ça devient très très dangereux parce qu'on rentre dans des problèmes hallucinatoires. Et moi, je connais beaucoup d'histoires de marins qui se sont vraiment fait peur à cause de ces hallucinations. T'en as eu toi des hallucinations, Yannick? J'ai eu un truc bizarre une fois sur le trophée VPE lorsqu'on est arrivé à Cuba, après 25 jours de course, il restait encore la mer des Antilles, la mer des Caraïbes à faire. Dans Figaro. Dans Figaro, et je me suis retrouvé la tête à l'envers dans le bateau, suspendu dans la descente. Et je suis incapable de dire si j'ai passé 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 2 heures, je ne sais rien du tout. J'ai fait un blackout complet. Incroyable, ça, c'est pas une hallucination à Rajari, quoi. Oui, je voulais rajouter, c'est que effectivement, et dans une course comme le Vendée Globe, évidemment qu'il y a différentes phases, c'est pas du tout linéaire, il y a des moments où effectivement on ne peut pas dormir, et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas dans les moments où il y a de la brise, où il y a finalement du vent relativement fort, parce que là le bateau avance vite, et avec un bon pilote, ça se passe sans trop de problème. Par contre, c'est évidemment dans le petit temps, où là, je pense par exemple au passage du poteau noir, où là il faut aller chercher les risées, et là la diligence doit être extrême parce qu'il ne faut pas rater la petite brise qui va permettre d'en sortir, et c'est finalement dans ces moments-là où là on
on arrive à un profil de sommeil plutôt dit Figaro, parce qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de dormir très longtemps pour ne pas rater la bonne peine de vent. Jean-Yves, on parlait des étapes du sommeil, on peut en parler avec le docteur de la GP aussi. Il y a les sommeils profonds, enfin il y a plusieurs cycles dans le sommeil. Et ce qu'apprend le coureur au large, Jean-Yves, c'est justement cet aspect du sommeil, de l'étape du sommeil où la récupération est totale. C'est-à-dire que déjà, on a un sommeil par cycle de sommeil. Donc déjà la première chose, c'est qu'on peut saucissonner finalement son sommeil en différents cycles qu'on va répartir en partie la nuit, en partie la journée. Donc ça, c'est un premier choix. Puis ensuite, on peut essayer effectivement de réduire son sommeil à l'essentiel, c'est-à-dire à faire 20 à 25 minutes, 40 minutes de sommeil, 30 minutes de sommeil, ce qu'on appelle du sommeil parking, c'est-à-dire vraiment le sommeil qu'on fait un peu sur l'autoroute quand on est fatigué et qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on est stressé. Finalement, on dort en général pas très longtemps, tout simplement parce qu'on n'est pas dans son lit et qu'on n'est pas dans des conditions de relaxation suffisantes. Donc finalement, 20 minutes, une demi-heure, ça permet quand même de descendre dans le sommeil récupérateur, ce qu'on appelle le sommeil lent profond, et puis peut-être pas prendre beaucoup de temps de rêver, mais au moins d'avoir une récupération physique qui va permettre de pouvoir tenir suffisamment longtemps, au moins 2-3 jours. Bonjour Michel, grâce à vous j'ai découvert ce que voulait dire le rara avis. Ah ben mon Dieu. Et vous avez fait un travail formidable qui demande à être connu. Eh bien on va repartir la semaine prochaine avec pour Oui. les Antilles. Et qui peut monter à bord? Tout le monde peut venir, tout le monde. Il n'y a qu'à contacter sur internet le site Bel Espoir. Et puis là, vous avez tous les renseignements. Qui a dessalé, qui a retourné sa pirogue, qui a écopé et qui est reparti, qui est arrivé jusqu'à son croisement. Donc il y a à la fois de la performance physique, c'est-à-dire que c'est une vraie épreuve physique comme un marathon, mais il y a aussi une mentalité, une cohésion d'équipe, c'est ce que voulait dire Denis quand il parlait de l'humain tout à l'heure. Il y a une cohésion d'équipe et un vrai savoir-être dans la difficulté qu'il faut développer pour arriver au bout de l'épreuve. Donc les filles, bravo, elles ont réussi à terminer, alors elles finissent dernières du classement, mais elles finissent classées. Pour info, il y a 5 équipes qui finissent pas personne. Donc l'avant-débat, c'est ça. On espère l'année prochaine voir à nouveau une pirogue tahitienne venir nous exploser, parce que finalement c'est comme ça qu'on progresse. Sportif, un échange sportif, mais également beaucoup d'échanges humains, et je pense que beaucoup de liens. Nous partirons le 19, nous quitterons la France avec beaucoup de nostalgie, certes, mais combien réconfortant, puisque nous prenons le pari, nous serons parmi vous au mois de mai. Alors EDTV A
était parmi vous pendant la course Vendée A, il nous a bien représenté. Et donc, ils organisent également à la même période une course qu'on appelle Tahiti Nuit, qui fait le tour de Tahiti pour ceux qui sont allés 166 km. Et donc, pendant 3 jours, à la force des bras, mais une fois la course terminée, des relations humaines, un partage humain, et on oublie les douleurs de la course, et on vit ça de façon avec l'âme du bas. Et on partage donc, les sensations également, les moments agréables. Hawaii Nui A, une course également qui se passe chez nous, qui est notre course emblématique, qui se passe au mois de novembre. 150 équipages, 1500 rameurs, 133 km, des îles sous le vent qui sont reliées, 5000 personnes d'île en île, 300 bateaux, plus de 200 bénévoles. Vous voyez, c'est toute une marée humaine et également sportive, mais ô combien belle. Alors, si j'ai un message à vous donner, c'est que nous vous invitons à venir partager avec nous ces moments, et j'espère que si l'année prochaine le lien dans les deux sens se fera, et je compte sur la Vendée A pour être l'espace déclencheur de ce partenariat fort et combien agréable que nous. Bonjour Pascal, vous pouvez nous présenter votre bateau? Bonjour, oui, donc le Charlotte 76, ici, là, un bateau qu'on a construit avec des amis il y a un peu plus de 2 ans pour participer à la Bouvet Guyane 2012. C'est une course transatlantique à l'aviron qui relie le Sénégal à la Guyane en 40 jours à peu près, en solitaire et sans assistance. Donc le départ a eu lieu fin janvier de Dakar et le but c'était de rattraper Cayenne en Guyane, à peu près 40 jours plus tard. Donc ce bateau en fait il est porteur d'espoir, d'idées, de valeurs, puisqu'en fait le bateau s'appelle Charlotte, une petite fille qui est atteinte du syndrome de Rett, c'est une maladie orpheline, et à laquelle j'ai dédié mon aventure à cette petite fille pour faire connaître cette maladie. Et puis il y a un projet pédagogique aussi. L'idée c'était d'y associer les écoles, les établissements scolaires pour qu'ils puissent travailler autour de l'aventure. Que cette aventure serve à la fois d'outil pédagogique et de solidarité par rapport au syndrome de Rett. Donc en gros voilà un petit peu la situation du film de l'édition 2012 Bouvet Guyane. Et donc l'idée de ce challenge c'était d'y associer la génération, c'est un projet intergénérationnel, puisque l'idée c'était d'associer donc des retraités autour de ce bateau pour apporter leur expérience et leurs compétences. Et par rapport à Charlotte qui est petite fille de 9 ans, qui est atteinte du syndrome de Rett. Et le projet voilà, c'était l'idée, le bateau c'était de l'associer à des retraités et en même temps une petite fille qui est malade, et comme ça l'idée c'était de s'approprier ce projet et de montrer qu'ensemble on est capable dans l'échange de compétences et de motivation d'aller vers l'avant, et on n'avance pas tout seul dans la vie, donc il faut à la fois transmettre des messages et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Savoir écouter, apprendre des anciens, on apprend beaucoup des anciens, pour que les jeunes qui plus tard auront aussi des projets écoutent bien ce que disent les anciens. Bonjour Michel, vous pouvez nous présenter Voile sans frontières? Voile sans frontières, c'est une petite ONG qui a été créée il y a 15 ans, à la suite d'un long voyage en bateau que j'ai fait, et au terme de 10 années de navigation. Alors Voile sans frontières, c'est une organisation de solidarité qui recrute des bateaux de voyage, de grand voyage, auxquels on propose de s'associer au cours de leur périple et donc de participer à une de nos missions sur le fleuve du Sine Saloum au Sénégal. Voilà. Alors Voile sans frontières, en fait, c'est 3 axes de travail. C'est un axe
médico-sanitaires, avec des équipes médicales qui arrivent généralement par avion, que l'on va chercher à Dakar et que l'on descend dans le Sidi Saloum, ces équipes médicales faisant de l'éducation à la santé, beaucoup de la prévention et bien évidemment des soins. Ça c'est le premier axe de Voile sans frontières. Le deuxième axe c'est un axe scolaire avec des jumages de petites écoles de France et des petites écoles au Sénégal. Alors dans les écoles en France, on fait de l'éducation au développement et à la citoyenneté. Et dans les petites écoles du Ciné Saloum, on fait beaucoup de prévention et d'éducation à la santé. Voilà. Et le troisième axe de Voile sans frontières, enfin, c'est un axe de projet de développement, d'accompagnement des populations vers des projets qui sont adossés aux médico-sanitaires ou à l'éducatif et qui nous amènent par exemple à construire des écoles, des récupérateurs d'eau de pluie, des dispensaires de la vue, un cabinet de chirurgie ophtalmo, de la gestion de déchets dans des villages, un cabinet dentaire sédentaire, enfin, voilà, toutes ces choses qui en fait manquent cruellement à ces populations très enclavées. Bonjour Philippe, vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que l'école française de voile? L'école française de voile, c'est un label de la fédération qui est attribué à environ 500 clubs fédéraux qui s'engagent à former les pratiquants sur 3 domaines, la sécurité, l'environnement et la technique, et à organiser des activités qui prennent en compte l'ensemble des motivations des pratiquants sur des pratiques plus liées à l'exploration du milieu, plus des sites de pratique, plus à la dimension performance de l'activité, ou alors simplement pour l'acquisition de sensations sur les supports de pratique. Et est-ce qu'elle a des liens avec d'autres écoles de voile à l'étranger par exemple? D'autres écoles de voile en dehors de la France? Alors, on a eu dans le cadre d'échanges internationaux pas mal de relations avec des pays étrangers, qui ont même été jusqu'à traduire nos contenus d'enseignement, la même version en mandarin. Dans le cadre de nos relations avec la Fédération internationale de voile, l'ISAF, donc la démarche d'enseignement fédéral et de formation des cadres a été labellisée dans le cadre d'un nouveau dispositif international. Donc c'est une reconnaissance de la pertinence de nos dispositifs. Donc oui, on a des échanges réguliers internationaux. Bonjour Sergio, comment on fait pour embarquer sur le Belém? Alors c'est extrêmement simple. Le Belém est un navire-école civil, mais dans le sens que le bateau est ouvert à tout le monde, néophyte ou pas, sans exception. La seule restriction c'est 14 ans, mais le bateau, c'est ce qu'il a. C'est un bateau unique aussi dans ce sens-là, c'est que c'est un mélange de gens qui ne connaissent rien ou des gens qui connaissent. Voilà, c'est fabuleux et tout, c'est ouvert. Je n'invente rien, c'est ouvert à tout le monde, à tout le monde. Et combien de temps dure Un stage dure minimum. C'est minimum 3 jours, mais on peut prendre des stages de durée différente dans la saison, dans un programme qui est déjà établi. Et son port d'attache? Son port d'attache, c'est Nantes. C'est Nantes. Voilà. C'est ouvert donc j'insiste, c'est ouvert à. C'est comme disait Donio, c'est un musée, mais un musée vivant, parce que c'est un musée qui navigue. Bonjour Luc, vous avez navigué sur Antarctica en 1999? Oui, c'est vrai. Ça doit être en avril 1999. Un de mes copains qui navigue sur des navires océanographiques m'appelle un soir, j'étais à Paris, lui en Bretagne, et il me dit est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'équipage à Camaret? Il ne m'a pas demandé mon avis puisqu'il m'a dit demain à 11h tu as rendez-vous avec Jean-Louis Etienne chez lui. J'ai dit ok, je vais voir, j'y vais. Je vais dans le 18e et je rencontre Jean-Louis Etienne. On passe bien, il est du sud-ouest comme moi, plutôt de Toulouse, de la région entre-deux-mers. Et on discute, on déjeune ensemble chez lui et il me dit voilà, je cherche quelqu'un parce que le patron en titre est parti, il y a autre chose, d'autres projets. Donc est-ce que tu veux rejoindre l'équipage? L'équipage de 5, il y avait déjà un gars qui était comme patron et 15 jours après je suis venu m'ajouter aux 5, je dis 5 mais en fait on était 7 en cours d'eau.
Et on a appareillé donc en juin, je crois, fin juin, pour le Spitzberg, où il devait faire son dernier charter, et à la suite de quoi normalement il était censé vendre le bateau. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans les règles. Et pendant vos voyages, vous avez eu du mauvais temps? Alors, on a mis 15 jours pour rejoindre le Spitzberg depuis Camaret. On a surtout eu de la malchance, on a eu du vent dans le nez la plupart du temps. On a fait du moteur, sauf de mémoire, en arrivant au Spitzberg, à Longyearbyen, bien avant d'ailleurs dans la baie. On a fait de la voile, on a dû faire du 12 nœuds, on a à peu près mesuré une vitesse maximum. C'est un bateau pas extrêmement rapide mais costaud et marin si on peut dire, employer le terme marin. Donc du mauvais temps on en a eu au retour surtout. Mais vous n'avez pas eu de banquise quand même à cette époque? Non, non, pas de banquise, c'était... mais si vous voulez, quand vous allez à Longyearbyen et à New-Alezun, qui est la ville la plus au nord et je dirais la moins froide du globe, on est à quelques dizaines de milles de mémoire comme ça du pack permanent. Du pack permanent qui isole un petit peu le nord du Spitzberg. Alors, d'une année à l'autre, c'est flottant, c'est le cas de le dire, les glaces font un petit peu ce qu'elles veulent en fonction du dégel. Mais on a atteint un moment la banquise, mais volontairement, au bout d'une semaine de charter, on a décidé de pointer les trappes sur la banquise et de noter la latitude qui représentait une latitude qui nous situait à environ 1200 km, je parle en kilomètres, du pôle Nord. Bonjour Daphné, vous pouvez nous présenter votre bateau? On dirait une caravelle. Oui, c'est bien une caravelle, ça se construit toujours, c'est ça l'intérêt. Alors, donc cette caravelle a été construite en février, elle a déjà une saison. C'est un bateau qui est construit entièrement en contreplaqué marine, 10 mm. Après, on a époxifié entièrement tout le bateau. Donc, on a 2,5 kg d'époxy placé au pinceau sur toute la coque, ce qui donne, on va dire, cet aspect bien laqué après, parce qu'on a mis 6 couches de vernis par-dessus. Voilà. Alors la caravelle, construite au chantier naval Carantec et jaugée, parfait pour la régate, et on a déjà des beaux résultats sur nos premières caravelles, avec Orange Mécanique, Framboise et Lord Jiminy, qui ont fini dans beaucoup de régates dans le top 5, donc première et deuxième en l'occurrence. Donc nos caravelles sont des petites machines de guerre. Et voilà. Où a lieu la prochaine Coupe nationale de caravelle? C'est à l'Octudie, Ah oui. cet été. Et la précédente? C'était Carantec.